La première histoire sera celle de quelqu'un que nous allons appeler Lila. Lila nous raconte que l'histoire qu'elle partage se passe alors qu'elle avait 21 ans. Elle était partie en vacances avec sa famille dans un endroit qui peut être très agréable. C'était une sorte d'hôtel, de club, au bord de la plage avec tout inclus. Ayant vraiment un cadre idyllique pour ses vacances, généralement le soir, Lila et sa famille faisaient des petites promenades, on peut dire des balades digestives. Au bord de la plage, il y avait un petit chemin de promenade et ils avaient l'habitude de l'arpenter avant ensuite de retourner dans leur chambre d'hôtel pour dormir. Lila nous raconte que cette zone de balade, ce chemin, est très emprunté. Il y a souvent du monde qui l'emprunte, généralement des couples parce que le trajet passe par des endroits qui sont très beaux. On a des zones un peu boisées, on a la plage, la vue sur l'océan, donc il n'était pas étonnant que beaucoup de personnes veuillent se balader ici. Nous sommes le 3e jour de vacances de notre chère Lila et elle n'arrivait pas à dormir. D'ailleurs, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle n'avait pas sommeil, et la seconde, c'est qu'elle s'était embrouillée avec son petit frère, donc elle était encore un peu agitée. Elle s'est donc dit qu'elle allait faire une petite balade pour se calmer et essayer de trouver un peu le sommeil. Il était aux alentours de minuit. Lila s'est dit qu'elle allait faire sa balade seule, dans un premier temps parce que ses parents dormaient, dans un second temps elle ne comptait pas demander à son petit frère de l'accompagner parce qu'il s'était embrouillé, et le 3e point c'est que, Lila pensait qu'il y aurait toujours beaucoup de monde sur le fameux chemin qu'elle allait emprunter. Il faisait un peu chaud, donc elle met un short, un t-shirt, ses chaussures et elle part pour faire sa promenade. Elle prend également ses écouteurs pour les brancher à son téléphone et ensuite écouter de la musique relaxante pour essayer un petit peu de calmer ses nerfs. La promenade se passe plutôt bien. Lila marche tranquillement, elle commence à se détendre, elle a sa musique, vraiment elle passe un très bon moment. Et à un moment donné, elle se rend compte que ses lacets sont défaits. Donc elle s'arrête et elle refait tranquillement ses lacets. Et c'est là, du coin de son regard, qu'elle va remarquer un homme qui est assis sur un banc un peu plus loin. D'abord Lila se dit qu'il n'y a rien d'anormal, c'est juste quelqu'un qui profite de la vue, qui est assis tranquillement. Mais ce qui alerte un petit peu, c'est quand elle reprend sa route, là l'homme se lève du banc et commence à partir dans la même direction qu'elle. Lila n'est pas inquiète plus que ça à ce moment-là, mais elle a comme un mauvais pressentiment, donc elle décide de baisser la musique qu'il y a dans ses écouteurs pour être un peu plus au courant de ce qu'il peut se passer autour d'elle. Et donc elle fait comme beaucoup de personnes dans les histoires un peu de ce type là, elle fait exprès d'avoir un comportement atypique. Elle va s'arrêter, reprendre sa route, accélérer, ralentir, tout ça pour voir si l'homme qui la suit, cet homme imposant, a le même comportement. Et effectivement c'est bien le cas. Quand Lila s'arrête, l'homme s'arrête également, quand elle reprend sa route, il reprend sa route aussi, et c'est là que Lila comprend donc que l'homme est en train de la suivre. Elle sait que quelque chose ne va pas. Et un problème s'ajoute à la situation, c'est que le fameux chemin que Lila emprunte pour se balader est un chemin qui est une sorte de ligne droite qui fait toute la plage. C'est-à-dire que pour revenir dans sa chambre d'hôtel, elle doit faire demi-tour. Ce n'est pas par exemple un cercle qui va la ramener à son point de départ. Donc, si elle doit faire demi-tour, elle doit obligatoirement passer devant l'homme, et si jamais elle passe à côté de cet individu, qui sait ce qui pourrait se produire. De plus, l'heure commence à avancer dans la nuit, donc il y a de moins en moins de monde, et la chose à éviter absolument dans cette situation, c'est que Lila se retrouve totalement seule avec cet individu. Là, elle serait totalement à sa merci. Donc, Lila décide de prendre une opportunité qui se présente à elle. Elle remarque un groupe de personnes, pas un couple, mais un groupe de 4-5 personnes qui passent. Elle profite du moment où ce groupe est entre elle et l'homme pour aller se cacher derrière un banc qui est un peu masqué. L'homme n'a pas vu où elle est allée parce que la vision était masquée par le groupe, et une fois que le groupe est passé, Lila a une vue imprenable sur l'individu qui la suivait. Elle voit que l'homme a avancé encore un petit peu et qu'il regarde autour de lui pour voir où se trouve la jeune fille. Elle en est sûre, l'homme est à sa recherche. Peut-être que certains d'entre vous vont me dire pourquoi elle n'a pas interpellé le groupe d'individus et pourquoi elle ne leur a pas dit « S'il vous plaît, aidez-moi, un homme me suit ». Eh bien la raison est toute simple. Dans la panique, elle n'y a pas pensé. Je pense qu'on peut le comprendre. Lila commence de plus en plus à paniquer parce qu'elle se rend compte qu'en fait l'homme se rapproche de là où elle est cachée. Donc qu'est-ce qu'elle peut faire? Pas grand chose, mais elle a un coup de chance. Elle est seule avec l'homme, plus personne ne passe. Mais l'homme ne va pas regarder directement derrière le banc où elle est cachée. Il fait quelques pas après celui-ci et c'est là
que Lila décide de prendre une décision, l'ultime décision. Cette décision, c'est que maintenant que l'homme n'est plus du côté du chemin que Lila doit prendre pour rentrer à la chambre d'hôtel, et bien là, elle court de toutes ses forces, à vive allure, pour rentrer vers sa chambre d'hôtel. Ce n'est qu'une fois arrivée devant l'hôtel, devant le chemin qui permet de rentrer à l'intérieur, que là, Lila se stoppe, il y a des personnes donc elle se sent un peu plus en sécurité, elle est en sueur totale, elle est trempée, elle a couru vraiment pour sa vie, elle regarde derrière elle pour voir si elle voit de nouveau cet individu, et fort heureusement, non, elle a réussi à semer l'homme qui la suivait. Lila est rassurée, elle se précipite dans sa chambre d'hôtel, et elle nous dit que cette nuit-là, c'était la dernière fois qu'elle marchait seule pendant ses vacances. C'est là que le témoignage de Lila se termine, un témoignage assez particulier. Particulier dans le sens où on peut dans un premier temps douter des intentions de l'homme, on peut se dire que c'est simplement un voyageur, comme les autres, qui faisait sa petite balade, mais au vu de son comportement, on comprend rapidement qu'il avait des intentions, lesquelles on ne sait pas, suivre Lila, pour quelles raisons, on l'ignore, mais quoi qu'il en soit, il vaut mieux ne pas le savoir et être sûr en tout cas que Lila, elle, va bien. Dans cette seconde histoire, je vais vous présenter le témoignage de Jason. Jason nous raconte qu'un soir, il est rentré assez tardivement chez lui. Il était aux alentours des minuit. Il était en train de parcourir le trajet pour rentrer à la maison, là où il vivait avec lui 3 autres colocataires. Et une fois arrivé devant la maison, il a vu un homme de l'autre côté de la rue. Donc pas devant la maison directement, mais en face, il y avait juste la rue qui séparait. L'homme regardait en faisant clairement rien du tout, il avait un regard un peu vide, mais c'est tout. D'ailleurs, Jason à ce moment-là n'est pas sûr à 100% que cet individu regardait la maison. Donc Jason continue son trajet, il traverse la route, il rentre dans la maison et il verrouille la porte d'entrée derrière lui à clé. Il nous dit qu'une fois qu'on rentre dans sa maison, il y a un petit couloir qui emmène directement vers la cuisine et sur les côtés, il y a le salon, ce genre de choses, une salle de bain, etc. Donc en gros, de la cuisine, si on est dans la cuisine, on peut voir directement la porte d'entrée. Et cette porte d'entrée a une petite spécificité, c'est qu'elle a une énorme vitre dessus qui est floue. Pas du là, mais au moins ça permet de voir qui il y a à l'extérieur. Mais ça permet aussi de voir pour ceux qui sont dehors, eh bien qui est à l'intérieur de la maison si quelqu'un se trouve eh bien pas trop loin de la porte. Parce qu'avec ce côté flou, si la personne est trop loin, on ne la voit pas. Donc Jason est rentré dans la maison, il a salué un de ses colocataires qui se trouvait dans le salon en train de regarder la télé. Il était assis sur le canapé, Jason va dans la cuisine, il se prend une petite bouteille d'eau pour boire un petit peu après son trajet, et en sortant de la cuisine, il voit une sorte d'ombre au niveau de la porte d'entrée. N'étant pas sûr de ce qu'il a vu, il plisse un peu les yeux, et là il en est sûr, il y a bien quelqu'un qu'il reconnaît, c'était la personne qui se trouvait devant la maison. Cette fois-ci, il le voit bien plus distinctement. Il voit que la personne a des cheveux longs, très gras, le visage de l'homme est très pâle, il a des marques sur les joues, et là, instinctivement, Jason dit « Hey, il y a quelqu'un devant la porte ». Donc la personne qui était sur le canapé l'a entendu, tout de suite il s'est levé, il est allé rejoindre Jason et il a constaté effectivement eh bien, qu'il y avait quelqu'un qui avait le visage collé sur la vitre de la porte. Les deux colocataires sont très mal à l'aise, évidemment de nuit comme ça, à minuit je le rappelle, voir quelqu'un qui fait ça, je pense que très peu de gens feraient la danse de la joie, et donc pour assurer une sécurité, les deux colocataires vont voir un autre colocataire qui lui est dans le sous-sol, et dans le sous-sol il y a une porte qui permet d'accéder à l'extérieur de la maison. Donc ils vont le voir pour lui demander si il a bien verrouillé la porte arrière pour que l'homme ne rentre pas. C'était le cas, fort heureusement, et les 3 colocataires remontent donc maintenant pour voir cet individu. Sauf que cette fois-ci, l'homme avait disparu. En tout cas, pas complètement. Tout le monde s'est rendu à la fenêtre qui était avoisinante de la porte d'entrée pour jeter un coup d'œil dans la rue. Et cette fois-ci avec une vision nette, il n'y avait pas d'aspect flou comme sur la vitre de la porte d'entrée. Et tout le monde constate que l'individu qui avait collé son visage sur la vitre de la porte d'entrée est de retour en face de la maison, de l'autre côté de la rue, et qu'il regarde toujours avec un regard vide en direction de la maison. Tout le monde a très mal dormi cette nuit-là, mais les colocataires se disent qu'ils ont eu énormément de chance parce que ça leur arrivait plus que régulièrement de rentrer à la maison et d'oublier de fermer la porte à clé. Et donc ils passaient la nuit avec la porte déverrouillée. Et si ça avait été le cas, cette nuit-là, qui sait ce qui aurait pu se produire. C'est là que le témoignage de Jason se termine. Il ne sait pas vraiment qui était l'individu qui s'est rapproché de sa maison. Il pense que c'était quelqu'un qui avait abusé de substances. Est-ce que cette personne avait des intentions particulières, néfastes ou mauvaises? Je sais pas, un cambriolage ou quelque chose comme ça. Nul ne sait le dire. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut être qu'heureux qu'il ne se soit de nouveau rien passé. Et vous allez voir que ce n'est pas forcément le cas dans les histoires que je vais vous partager juste après. Cette troisième histoire sera l'histoire de quelqu'un que nous allons appeler Anne.
Anne nous raconte que c'est une femme qui a une trentaine d'années qui vit dans une maison dans un coin tranquille au fond d'une impasse au Royaume-Uni. Sa maison se situe à l'écart de la route principale. Pour y accéder, il faut prendre quelques virages. Tout ça pour dire qu'il est assez inhabituel de croiser quelqu'un vers là où elle habite. On peut croiser de temps en temps quelques livreurs, quelques vendeurs, mais c'est tout. La plupart des personnes qui passent dans cette rue sont des personnes qui y vivent. Donc, Anne nous raconte qu'elle connaît les visages de ses voisins, elle reconnaît leurs véhicules quand ils passent dans la rue, elle sait dire où tel voisin habite, etc. etc. Anne nous dit qu'elle travaille à domicile, donc directement de chez elle, ce qui fait qu'elle est très régulièrement à la maison. Un jour, alors qu'elle n'avait pas grand chose à faire, eh bien, elle était tranquillement en train de se détendre vers 16 h sur son canapé. Elle regardait un reportage, elle ne sait plus trop sur quoi, sur les extraterrestres, quelque chose comme ça, et c'est là que quelqu'un a perturbé sa tranquillité. Effectivement, quelqu'un a toqué à sa porte. Il se trouve que pour s'assurer une certaine sécurité, étant une femme qui vit seule, Anne avait installé une caméra de sécurité au niveau de son entrée qui ne se voyait pas. Donc plutôt que d'aller déverrouiller la porte et d'aller voir qui c'était, elle a regardé sur son téléphone pour voir si elle reconnaissait la personne. Parce qu'elle sait qu'à ce moment-là, elle n'attendait aucune livraison. Donc pas de livreur qui était attendu et elle n'avait pas envie d'ouvrir la porte à un vendeur, à quelqu'un qui faisait du porte-à-porte. Donc elle regarde et elle se rend compte que la personne qui a toqué à sa porte est une femme entre 40 et 50 ans, qui était très habillée pour la météo de la période et qui semblait porter des bijoux et des vêtements qui valaient pas mal d'argent. C'est quelque chose qui surprend Anne parce qu'elle sait que ceux qui vivent dans le quartier où elle vit sont des personnes qui ont des moyens dans le sens où ils peuvent louer une maison, etc. Mais ce ne sont pas des personnes qui sont très aisées non plus. Donc personne ne pourrait avoir ce type de vêtements ou ce type de bijoux. Cette femme semblait assez troublée, un peu agitée. Il y avait une petite vitre sur la porte d'entrée, donc elle essayait de regarder au travers, mais on n'y voyait rien. Et petit détail surprenant qui a interpellé Anne, c'est que la dame avait une laisse de chien, mais pas de chien avec elle. C'est là que vient une pensée dans la tête de Anne. Elle nous dit que derrière sa maison, il y a une haie qui lui appartient et ensuite une autre haie qui, elle, appartient à, c'est pas la copropriété, mais qui appartient en quelque sorte à un regroupement. Et il se trouve que après cette fameuse haie, il y a un chemin où les gens ont l'habitude de promener leurs chiens. Vous allez voir où je veux en venir. Et il se trouve que dans une des haies, il y a un trou. Donc la pensée qui peut être naturel qui vient dans la tête de Anne, c'est qu'un chien, le chien de la dame qui a sonné chez elle, s'est enfui par le trou dans la haie et en fait s'est retrouvé dans son jardin. Bon, le trou est assez petit donc c'est évidemment pas un énorme chien, mais peut-être un petit. Un petit pourrait passer dans le trou qu'il y a dans la haie. Anne adore les chiens, donc elle se dit que elle, si ça lui arrivait, elle serait malheureuse de perdre son chien, donc elle se dit qu'elle va aider cette fameuse dame. Elle va donc à la porte d'entrée et elle ouvre. Directement, la dame qui a toqué chez Anne lui lance un regard très étrange. Comme si, en fait, elle était surprise de voir Anne, comme si elle attendait quelqu'un de différent. Anne nous raconte qu'elle n'est pas plus surprise que ça par ce regard étonné, parce que sa mère, avant elle, vivait dans la maison. Peut-être que cette vieille dame, eh bien, attendait de voir la mère d'Anne et non pas Anne elle-même. Anne lui dit donc gentiment bonjour, et pendant 30 secondes à peu près, la dame la regardait bizarrement et regardait derrière elle comme si elle cherchait à voir au-delà de là où Anne se trouvait. Et c'est au bout de ces 30 secondes que la vieille dame va demander à voir Margaret. Anne s'excuse, elle dit qu'il n'y a pas de Margaret qui vit ici, et la dame va regarder cette fois-ci non plus d'une manière étonnée Anne, mais d'une manière plutôt colérique, énervée, et avec le temps qui va avec, elle va dire « Si, elle est ici ». C'est là qu'encore une fois une pensée vient dans la tête d'Anne, et pas une pensée néfaste. Elle se souvient qu'elle a quelqu'un dans sa famille qui s'appelle Margaret, mais qui vit à 60 km de là où elle vit. En plus, cette fameuse Margaret, donc la membre de sa famille, c'est pas sa grand-mère ou quoi que ce soit, c'est vraiment un membre de sa famille éloigné, et bien Anne n'a pas de contact avec elle, elle ne lui a pas parlé depuis des années. Mais peut-être qu'il y a eu une confusion d'adresse, donc elle répond à la dame, est-ce que c'est telle Margaret que vous cherchez? Donc elle dit Margaret avec un nom de famille, et la dame en face d'elle lui répond simplement, tu sais exactement qui je cherche, qu'est-ce que tu as fait d'elle? Bon là maintenant, Anne est totalement perdue. Elle ne comprend pas, elle avait des raisonnements rationnels qui lui étaient venus en tête, mais là, elle ne sait plus quoi faire. Elle habite dans la maison depuis 20 ans, elle a connu l'ancienne propriétaire, elle connaît le nom des voisins dans la rue, il n'y a pas de Margaret ici, donc là, elle est sur les fesses, elle ne sait pas quoi faire. Alors, dernière solution, Anne lui dit « je suis désolé madame, vous avez dû vous tromper d'adresse ». Et la dame lui répond du tac au tac, en disant « Non, c'est bien », et elle donne l'adresse d'Anne, « Tu es une menteuse. La situation est particulière. La dame, de ce qu'elle dit, est à la bonne adresse et elle est persuadée qu'Anne a fait quelque chose à une personne qui vivait ici.
Alors que pour elle, la personne que la dame recherche n'est pas là et n'a jamais été là. Et alors que Anne est très confuse, elle a les yeux sur le sol, son regard remonte des pieds vers le haut du corps de la dame. Et c'est avec ce mouvement de regard qu'elle se rend compte que la dame ne tient plus la laisse de chien par le bout, comme on tiendrait une laisse, mais elle l'a enroulée autour de son poing, comme si elle souhaitait s'en servir, comme d'une arme. Anne n'est pas si alarmée que ça, elle a évidemment quelques inquiétudes, mais ce qui fait qu'elle est plutôt sereine dans la situation, c'est qu'elle a suivi dans sa jeunesse des cours d'autodéfense. Et elle n'a pas spécifiquement peur de cette dame qui est devant elle, ce n'est pas une dame imposante ou quoi que ce soit, donc elle se dit que si jamais une bagarre était amenée à venir, elle pourrait le gérer, mais elle n'a pas envie de venir là non plus. Deux possibilités viennent donc en tête de notre chère amie Anne. C'est soit elle ferme la porte au nez de la personne et de clore la discussion immédiatement, soit d'essayer de désamorcer un petit peu ce qu'il est en train de se passer. Elle décide de faire moite-moite. Elle ferme un peu la porte pour essayer un peu de clore la conversation et mettre au moins un obstacle entre elle et la dame. Et elle dit, écoutez, si vous pensez qu'il est arrivé quelque chose à votre amie, eh bien, peut-être qu'on devrait simplement appeler la police et leur laisser gérer le problème. Anne a dit cela alors qu'elle était en train tranquillement de fermer un peu la porte, et la dame en face d'elle a claqué sa main sur la porte au niveau de la vitre. Et chose que Anne n'a pas remarqué à ce moment-là, c'est qu'elle a tapé tellement fort qu'elle a fissuré la vitre. D'ailleurs, elle saignait un petit peu à cause de ça. Mais aucun signe de douleur, aucune réaction. Donc qui est cette dame? Qu'est-ce qu'elle veut en fin de compte? La sérénité que pouvait avoir Anne disparaît petit à petit, bien qu'elle ait fait des cours d'autodéfense. Elle se dit, mais si je suis amené à me battre avec quelqu'un qui ne ressent pas de douleur, je suis foutu. Ultime escalade de la situation, Anne dit maintenant avec une voix effrayante parce qu'elle s'est dit que peut-être la dame n'est pas dans un état normal, peut-être qu'elle a consommé de la boisson même si ça en a pas l'air, peut-être qu'elle a consommé des substances, mais elle dit avec une voix effrayante, c'est bon, j'appelle la police, ils vont démêler toute cette affaire. La dame essaye d'empêcher Anne de fermer la porte, mais Anne y arrive, elle ferme la clé et elle va donc appeler la police tout en se tenant à côté de la porte pour être sûr que la dame ne fasse rien de grave derrière. Maintenant, Anne attend que la police arrive, ils sont sur le chemin et elle observe du coup l'extérieur au travers de la caméra qu'elle avait installée. Elle remarque que la dame fait des allers-retours entre l'entrée et l'arrière de la maison et qu'elle crie le nom de Margaret. Quelques minutes avant que la police n'arrive, la dame met un énorme coup de pied de rage dans les poubelles de Anne et c'est là qu'une chose effroyable se produit. En tout cas, une chose qui vraiment met très mal à l'aise notre chère amie. La dame retourne vers la porte d'entrée et cette fois-ci, elle regarde directement la caméra avec laquelle Anne la surveille. Sauf que rappelez-vous, cette caméra est cachée. C'est pas une caméra qu'on ne peut pas voir, mais pour la voir, il faut savoir qu'elle est là. Personne ne l'avait jamais remarqué, donc pourquoi ça aurait été différent dans le cas de cette dame? Et elle n'a pas trouvé la caméra en ayant jeté des coups d'œil ici et là. Elle a posé son regard directement dessus. C'est sûr et certain, cette dame savait qu'ici, il y avait la caméra. Anne, après les événements, s'est dit que peut-être cette dame avait déjà vu la caméra avant, donc elle a checké tous les enregistrements, sauf qu'à aucun moment elle n'a établi le même contact visuel avec la caméra. Donc, elle savait pertinemment que la caméra était là. On revient au moment des faits. La dame, après avoir regardé quelques secondes la caméra, fait un doigt d'honneur, à destination de Anne évidemment, et lui fait un signe de la main. Elle lui fait pas coucou, elle ne la salue pas, elle lui fait un signe où elle mime le fait de trancher la gorge à quelqu'un. Après cela, elle s'en va. Anne, elle, se précipite au niveau de la fenêtre pour voir ce que fait la dame en s'en allant, et elle ne fait rien du tout. Elle marche comme si de rien n'était. La police est arrivée ensuite, les agents de police ont pris la déposition d'Anne, ils ont pris les enregistrements de la caméra, et ils ont dit qu'ils allaient prévenir Anne s'il y avait de nouveau. Anne elle-même a appelé plusieurs fois le commissariat, mais rien n'a été découvert, la dame n'a pas été arrêtée. Bon, évidemment, vous en doutez bien, ce genre d'histoire, quand on la vit, ça ne met pas bien. Anne n'a pas très bien dormi, elle commençait à avoir des hallucinations, que ce soit des hallucinations auditives ou visuelles, elle entendait quelqu'un marcher autour de sa maison, elle avait l'impression de voir cette dame de temps en temps, elle devenait accro à son application pour checker si quelqu'un était devant sa maison, et au fur et à mesure du temps, heureusement, Anne a commencé à retrouver petit à petit sa vie normale. Elle s'est dit que c'était juste une expérience qui lui a fait peur, une expérience étrange, mais que ça ne se reproduirait plus. Si seulement. 5 semaines après la rencontre avec la dame, elle est revenue. Il était à peu près minuit passé. Anne était devant la télévision, en train de jouer sur son téléphone, et elle a entendu la portière d'une voiture claquer. Elle s'est donc levée, elle est allée voir à la fenêtre pour voir ce que c'était, et elle a juste vu une voiture sombre, garée au bout de son allée. Vu qu'il faisait nuit, elle n'arrivait pas à voir quel modèle ça pouvait être, mais en tout cas, ça ressemblait à un gros véhicule, un véhicule assez imposant. C'était pas une Twingo. Elle n'a vu aucun mouvement, mais elle a entendu quelque chose. Elle a entendu son portail en métal faire
un bruit, comme si quelqu'un l'ouvrait. Quelques secondes après, elle a entendu quelqu'un frapper à sa porte d'entrée. De nouveau, et en plus de ça, il est minuit passé, donc elle a bien fait, elle n'ouvre pas la porte directement. Elle regarde sur son téléphone pour voir si elle voit quelque chose. Elle a un mode de vision nocturne, donc elle voit quelqu'un. Et pour elle, c'est sûr et certain, la personne qu'elle voit, c'est la femme qui l'avait effrayée quelques semaines plus tôt. Elle ne la voit pas aussi distinctement, mais elle en est sûre. Et cette dame crie « Arrêtez de faire du bruit et venez ici maintenant !» Anne avait la télé allumée, mais à un très faible volume. C'était juste pour avoir un petit bruit de fond quand elle jouait sur son téléphone, donc c'était impossible que de dehors on l'entende. Anne est persuadée que cette dame est quelqu'un avec un problème mental, donc elle appelle la police tout de suite. Elle ne veut pas reconfronter cette personne. Anne, pour être rassurée, veut garder la police en ligne, sauf que eux disent « On vous envoie quelqu'un, rappelez-nous si ça dégénère ». Alors Anne attend, elle espère juste que la personne devant va rester là, qu'elle ne va pas essayer de rentrer dans la maison, de briser une fenêtre ou que sais-je. Elle tape de nouveau dans les poubelles, elle crie, des choses inaudibles. Et il se trouve que le vacarme produit par la dame qui a de nouveau toqué chez Anne, eh bien interpelle des voisins. Donc un des voisins, une voisine plutôt, sort de chez elle et vient voir la dame et commence à lui parler. Évidemment, Anne ne sait pas ce qui est dit, mais en tout cas, elle voit que la dame parle d'une manière très agitée, en agitant son doigt en montrant la maison de là où vit Anne, et finalement, la dame s'en va. Encore une fois, avant que la police n'arrive. Il y a encore une fois prise de déposition, les images de la caméra qui ont été transmises. Le lendemain, Anne a parlé avec le voisin et il se trouve qu'au voisin, la dame avait dit exactement ce qu'elle avait dit à Anne, qu'elle cherchait une Margaret, etc., etc. Bon, évidemment, cette situation, d'une part, agace Anne, mais également lui fait se poser de nombreuses questions. Elle pense qu'il y a plus que juste un problème mental, peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu plus profond dans toute cette histoire de Margaret, parce que la dame a la bonne adresse, donc qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Et c'est là qu'une pensée lui vient en tête. Elle se dit que peut-être Margaret n'est pas une personne, peut-être que c'est son chien. Et peut-être que cette dame pense que Anne a fait quelque chose de son chien. Pense-t-elle que ce chien est passé par le trou dans la haie, que Anne lui ait fait du mal? Bref, des questions qui demeurent sans réponse. On avance encore dans le temps. De 3 semaines, il est 3 h du matin. Anne est réveillée par quelqu'un qui frappe à sa porte et quelques minutes après avoir entendu des bruits à la porte, elle entend quelqu'un qui frappe à la fenêtre de sa chambre. Et encore une fois, Anne est sûre et certaine que la personne qui frappe, c'est la dame qui l'ennuie. Elle entend des voix, la voix d'une femme, mais elle n'arrive pas à distinguer ce qui est dit. D'une part, les fenêtres camouflent le bruit, mais la dame ne crie pas, comme si elle cherchait à rester discrète, comme si elle ne voulait pas affoler les voisins comme lors de sa précédente tentative. Anne saute du lit, elle enfile quelques vêtements et elle essaye de suivre le trajet de la dame alors que elle passe autour de la maison. Elle entend toujours la dame parler et elle arrive à discerner certains mots. Bruit, grabuge, elle est presque sûre d'avoir entendu également une insulte. Anne est allée voir son téléphone pour voir si elle arrivait à distinguer quelque chose sur sa caméra, mais cette fois-ci, impossible. L'écran est totalement noir parce que la dame a peint en fait l'objectif de la caméra, ce qui empêche de voir au travers. Notre amie pense de nouveau à appeler la police, mais elle se dit qu'elle les a appelés déjà 2 fois, ça n'a rien donné, donc elle décide d'oublier cette idée. En plus, maintenant elle n'aura plus de preuves vidéo, sachant que la femme a peint l'objectif, donc elle décide d'attendre au niveau de la porte d'entrée. Et à un moment donné, la dame la rejoint. Elle parle, et c'est là que Anne l'interrompt en lui disant « Est-ce que Margaret est votre chien ?» Et là, il y a un silence de mort. Aucun son. C'est là que Anne attend. Elle ne voit rien au travers du verre de la porte d'entrée parce qu'il fait nuit dehors. Elle ne veut pas allumer la lumière extérieure pour se faire une frayeur. Donc elle patiente dans le silence, encore et encore, pendant à peu près 1 heure. C'est là que le jour commence à se lever et elle remarque au travers du verre de la porte d'entrée qu'il semble n'y avoir personne de l'autre côté. Timidement, elle ouvre la porte pour voir et rien. La dame n'est pas là. Anne referme la porte, elle va chercher quelque chose pour s'en servir d'arme au cas où et elle fait le tour de sa maison pour voir si la dame n'est pas quelque part. Mais de nouveau, rien du tout. Anne se rend compte de quelque chose qu'elle ne comprend pas. Alors qu'elle fait le tour de la maison, c'est que son portail est fermé. Et ce portail est un portail qui fait pas mal de bruit. Donc si la dame l'avait emprunté, elle l'aurait entendu quand elle attendait au niveau de la porte d'entrée, sauf qu'elle n'a entendu aucun bruit, elle en est sûre. Donc elle se demande si cette dame n'a pas escaladé le fameux portail. Toujours armée d'un parapluie, on ne sait pas trop de quoi, elle va voir devant le portail, donc vraiment devant sa maison, bien devant sa maison, et elle voit que la dame a peint quelque chose à la bombe sur le mur devant sa maison. Elle a peint le mot « menteuse ». Et en dessous de ce mot, il y a la laisse de chien que la dame tenait
lors de sa première visite. C'est la dernière fois qu'Anne a vu la dame, ce soir-là, ou qu'elle l'a entendue, mais elle reste intimement persuadée que cette dame revient de temps en temps, car elle est sûre de voir des fois dans la nuit un véhicule assez imposant, très sombre, se garer au bout de son allée. Encore aujourd'hui, elle a plein d'interrogations. Est-ce que cette dame cherchait une personne? Peut-être qu'elle cherchait son chien. Est-ce que ce n'était ni l'un ni l'autre et qu'elle cherchait juste à attirer Anne dehors de la maison? Tout cela, ça reste un mystère. Sacrée histoire, c'est là que ce témoignage se termine. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est vrai que c'est une histoire assez originale, assez particulière. Je pense que à vivre, c'est quelque chose qui doit traumatiser, sachant qu'on n'a aucune réponse aux questions qu'on peut se poser. C'est vrai que la théorie d'Anne concernant le fait que cette dame recherchait son chien se tient, mais pourquoi n'avoir rien dit au moment où Anne a évoqué le sujet? Peut-être que jumelé à des problèmes mentaux, eh bien tout cela n'a fait qu'empirer la situation, on ne le sait pas vraiment. Les amis, je profite de cette petite interlude entre la troisième et la quatrième histoire pour vous dire que de nouveau, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse encore mon petit Instagram juste ici si vous souhaitez me partager une histoire qui vous est arrivée, ou alors me suivre dans YouTube, ça me fera extrêmement plaisir. Merci du fond du cœur à tous ceux qui le feront. Et si maintenant vous êtes prêts, vous avez un peu repris du poil de la bête, parce que là c'est sûr qu'on a eu des histoires qui peuvent nous mettre mal à l'aise, on est parti pour continuer avec la quatrième histoire. Cette histoire est l'histoire de Lucie. Lucie nous raconte qu'elle travaille dans une pizzeria et qu'elle travaille généralement de 14 h jusqu'à la fermeture qui peut arriver un peu avant minuit. Elle nous raconte également qu'elle a le permis, qu'elle a une voiture, mais ne vivant pas trop loin de son lieu de travail, pour économiser de l'essence parce que ça peut coûter cher, elle décide de s'y rendre à pied. Un jour, son travail s'est très bien passé et donc le soir, sur son trajet retour, elle avait ses écouteurs pour rentrer chez elle tranquillement à pied. Il faisait complètement nuit noire à l'extérieur, elle était plutôt contente de la journée qu'elle avait passée, elle aimait bien son travail, elle trouvait qu'elle avait une belle vie, elle avait son appartement, donc elle était très heureuse de se dire « je n'ai pas à me plaindre ». Et alors qu'elle est en train de marcher, elle voit un jeune homme qu'elle considère comme à son goût, plutôt charismatique, qui marche dans le sens opposé, donc à un moment donné ils vont se croiser. Et étant du coup, j'allais dire en veine, mais c'est pas le cas, étant du coup de bonne humeur, elle décide d'aborder le jeune homme, de flirter peut-être un petit peu avec lui, qui sait, ça pourrait mener vers une belle relation, on ne sait jamais. On est dans un thread d'horreur donc vous vous doutez bien que quelque chose va coincer à un moment donné. Elle dit donc à l'homme « Bonjour, comment se passe la soirée ?» Et le jeune homme lui répond « Oh, ça se passe bien, je veux juste boire un peu. » Et là, plutôt contente, sachant que Lucie prend ça pour un signe en mode « Est-ce que tu veux qu'on aille boire un verre ?» lui dit « Eh bien ça tombe bien, je peux arranger ça, si tu veux on peut aller chez moi et boire un petit peu ensemble. J'ai un mini-bar, ça peut être cool. » L'homme acquiesce et donc ensemble, ils se dirigent donc vers l'appartement de Lucie. La conversation sur le trajet se passe bien, vraiment il n'y a aucun signe d'alerte particulier à déclarer à ce moment-là et ils arrivent donc au logement de Lucie. Ce logement est un studio, il y a la salle de bain qui est assez grande mais ce n'est pas très grand. Elle nous dit que peu importe l'angle de vue qu'on a sur son studio, on voit tout. Une fois arrivée sur place, Lucie se transforme en hôte, elle dit à l'homme de s'asseoir tranquillement sur le canapé et qu'elle va donc servir des verres. Elle continue de parler pendant qu'elle sert les différentes boissons à l'homme et elle constate que l'homme change un peu de comportement. Il lui répond vaguement, un peu à côté de la plaque de temps en temps. Donc, bien qu'elle ait été de base plutôt confiante et très contente, elle se dit tiens, peut-être une relation qui commence bien, Lucie commence petit à petit à sentir un petit malaise. Lucie arrive donc avec les verres, elle s'assoit sur le canapé à côté de l'homme et elle commence à entamer une conversation en posant des questions banales. Elle dit qu'est-ce que tu fais comme travail? Et l'homme va lui répondre je ne suis pas ici pour avoir une relation avec toi. Un peu choqué, Lucie lui dit ben moi non plus. L'homme pose son verre sur la table, il se lève et il dit alors qu'est-ce que t'as? Et en disant cela, il parcourt tout le logement de son regard. Immédiatement, Lucie remarque que le visage amical que cet homme avait a disparu et il l'a troqué pour un visage énervé qui lui fait peur. Et là, Lucie ne comprend pas ce qui se passe. Elle est un peu choquée, elle ne dit rien et l'homme répète je t'ai dit qu'est-ce que t'as? Lucie se lève et l'homme la repousse sur le canapé. Et c'est là que dans sa tête, tout fait sens. Cet homme va la cambrioler. Lucie se relève quand elle comprend cela. L'homme la pousse sur le sol. Tout de suite, Lucie se relève. L'homme a attrapé une petite mallette que Lucie utilisait pour le travail. Il prend également son ordinateur portable et il commence à partir. Lucie lui court après. Elle l'attrape. L'homme arrive à la dégager. Elle essaye de crier, d'appeler à l'aide auprès de ses voisins, mais ils ne répondent pas.
Et Lucie pourrait se dire, je ne vais pas risquer ma vie, je laisse partir. Sauf que dans l'ordinateur portable, il y a des choses d'une valeur inestimable. Il y a énormément de photos. Vous connaissez probablement cette fameuse phrase, il y a toute ma vie dans mon téléphone ou dans mon ordinateur. Évidemment, les souvenirs qu'on a conservés dans nos appareils, on veut les garder. Ça peut être des photos de famille, des photos avec des personnes qu'on a perdues malheureusement. Ça peut être également des projets sur lesquels on travaille qui sont très importants. Et bien dans l'ordinateur de Lucie, il y a tout ça. Donc, elle veut absolument récupérer son ordinateur. Elle lui court donc après. Ils se retrouvent dans la rue. Lucie arrive à attraper l'ordinateur portable que l'homme lui a dérobé. Elle arrive à le récupérer. Mais il faut aussi que je récupère ma mallette parce que dedans il y a son téléphone avec ses contacts. Pas un téléphone dernière génération, un vieux téléphone. Mais il y a son portefeuille avec un petit peu d'argent mais pas grand chose, 40 $ à peu près. Et il y a sa carte de crédit, son permis de conduire, donc des documents assez importants. Donc elle commence à repartir à la chasse de l'homme, sauf que l'homme lui dit « Suis-moi et je te poignarde encore ». Lucie se stoppe, elle comprend pas, elle se dit « Encore ?» Et c'est là qu'elle regarde sa jambe et elle voit une traînée de sang. Elle constate que l'homme l'avait poignardée. Elle ne l'avait pas senti dans la situation quand ça s'est produit, quand elle a été jetée au sol, quand elle s'est rendue compte de tout ce qu'il se passait. On va dire que l'adrénaline avait pris le dessus, mais une fois qu'elle se rend compte qu'elle a bel et bien été poignardée, là, elle commence à ressentir la douleur. Elle réfléchit, elle se dit, est-ce que ce que l'homme a gardé, donc la mallette, est si important que ça? Elle se dit, mon téléphone, c'est un vieux téléphone, il ne va rien en tirer. Mon portefeuille, il y a 30 ou 40 $, c'est pas grave. Ma carte de crédit, je peux faire opposition. Mon permis, je peux le refaire. Donc elle se dit qu'elle a récupéré plus important, donc son ordinateur, et elle laisse donc l'homme filer. Elle retourne chez elle, elle se soigne. Elle avait été poignardée, mais de manière très superficielle. Vous savez, c'est un peu, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps quand on se coupe le doigt. Ça saigne énormément, mais c'est pas grave. Et là, c'était ce qu'elle avait. Elle avait une coupure, mais elle n'avait pas été réellement plantée par le couteau de l'individu. Et si ça avait été le cas, ça aurait pu être très grave. Elle se guérit donc, elle met un petit ruban, elle se désinfecte, etc. Et elle attend le lendemain pour demander à un de ses voisins si elle peut emprunter un téléphone pour contacter la police. Rappelez-vous, elle n'en a plus. La police est contactée, le témoignage de Lucie a été pris en compte et la police a dit qu'il la tiendrait informée si jamais cet homme était attrapé ou s'il trouvait quelque chose. Ça n'a jamais été le cas. Peut-être que l'homme a été attrapé, mais Lucie en tout cas n'en sait rien. Et Lucie nous dit que ce qui lui est arrivé lui a servi d'avertissement. Elle ne propose plus à un inconnu comme ça dans la rue de venir chez elle. Et également, elle fait maintenant toujours des sauvegardes de ce qu'elle a sur son téléphone. Elle fait toujours des sauvegardes maintenant de son ordinateur au cas où qu'un événement se reproduise de la sorte. Au moins, elle n'aura pas à risquer sa vie pour essayer de récupérer quoi que ce soit. Elle a des sauvegardes de ses photos, ses logiciels, etc. ailleurs, en sécurité. Ce témoignage se termine ici. Alors, on est très content que ça se termine bien pour Lucie, bien qu'elle ait quand même perdu son portefeuille. Bon, il vaut mieux perdre son portefeuille que sa propre vie. Ça aurait pu dégénérer complètement si Lucie avait persévéré dans sa traque de ce voleur ou si jamais elle avait été poignardée plus sévèrement. Nous allons conclure avec cette dernière histoire qui sera l'histoire de Lisa. Lisa nous dit qu'au moment des faits, elle avait à peu près 10-11 ans et qu'elle vivait dans une petite ville où tout le monde se connaissait. Il y avait à peu près 200 habitants, donc soit tout le monde se connaissait, soit quelqu'un ne te connaissait pas directement, il connaissait tes parents, ton frère, ce genre de choses. Il y avait toujours un lien un peu entre les personnes. Elle aimait bien faire du vélo pendant les vacances d'été avec une de ses amies du nom de Jenny. Et elle nous raconte que il y avait eu des travaux pendant l'été, la construction d'une route qui permettait de relier sa petite ville à une route principale qui permettait d'accéder à la grande ville du coin. Cette route n'était pas encore terminée, donc personne ne roulait dessus encore, mais on pouvait déjà y accéder à pied ou en vélo. Donc, pour être plutôt tranquille, Lisa et Jenny arpentaient cette fameuse route qui était bientôt finie en vélo. Elles étaient en train de profiter et elles ont vu devant elles un homme qu'elles considèrent comme charismatique qui les a interpellées. Cet homme avait à peu près 30 ans et tout de suite, Jenny et Lisa ne l'ont pas reconnu. Donc, elles en ont conclu que cet homme ne venait pas de là où elles habitaient. L'homme leur a dit « ça va les filles, vous passez un bel été », les deux jeunes filles ont dit oui, et c'est là que l'homme a commencé à leur faire des compliments, disant qu'elles avaient des traits physiques très originaux, très beaux, et qu'il aimerait donc les prendre en photo pour des cartes postales, et qu'il est sûr que s'il les met sur ces cartes postales, il en vendra des tas. Les deux jeunes filles étaient naïves, elles ont dit « oui bien sûr, pourquoi pas ». Donc l'homme a commencé à prendre des photos, il a demandé aux jeunes filles de sourire, de se mettre dans certaines positions. Rien en soi de pervers ou quoi que ce soit, hein. C'était pose ta main sur ta hanche, ce genre de choses. Et une fois il a dit c'est bon, parfait, j'ai toutes les photos que je veux, vous pourriez vraiment être des modèles. Pendant la séance photo, Lisa était un peu mal à l'aise parce qu'elle a remarqué que
eh bien l'homme ne prenait pas des photos avec un appareil professionnel. C'est comme si en gros il prenait des photos avec un appareil jetable. C'est assez étrange pour un photographe professionnel. Quoi qu'il en soit, rien ne s'est passé à ce moment-là. L'homme a dit « Vous êtes dans quelle école ? Comme ça, je contacterai votre principal pour qu'on s'arrange afin que je vous donne une partie de ce qui sera gagné avec la vente des cartes postales. » Donc les deux jeunes filles répondent qu'elles sont dans l'école de la ville. Il n'y en avait qu'une, donc c'était pas compliqué, on pouvait pas se tromper. Le mec dit « Ok ». Et il s'en va. Les deux jeunes filles sont très contentes de ce qui vient de se passer, alors que peut-être vous derrière votre écran vous êtes déjà un peu choqués de ce genre de situation. Les deux jeunes filles rentrent donc chez elles, à leur domicile respectif, et Lisa parle de ce qui s'est passé, de sa rencontre qui pour elle est une vraie aubaine à ses parents. Sauf que ses parents ne voient pas la chose d'un même œil, ils sont très en colère, très choqués de ce qui s'est passé. Donc les parents font toute une leçon sur le fait de ne pas parler à des inconnus, de ne pas faire ce genre de choses. Ils appellent également les parents de Jenny pour voir si eux aussi, eh bien, ils sont au courant. Ils étaient au courant, ils ont fait la même chose. Voilà, la situation pourrait s'arrêter là. Mais c'est pas le cas. On avance dans le temps, on n'est plus à l'été, on est au printemps. Donc Lisa et Jenny sont un peu plus matures, elles ont un peu grandi. Et alors qu'elles sont en train de marcher tranquillement dans la rue, qu'elles sont en train de parler de choses et d'autres, un van blanc s'arrête à leur niveau. Ou en tout cas un gros véhicule blanc. À l'intérieur, côté conducteur, se trouve une femme qui demande si les deux jeunes filles peuvent lui indiquer le chemin d'une route. Les deux jeunes filles donnent l'indication et c'est tout. Il y a une chose qui a fait totalement paniquer Lisa et Jenny, c'est que la dame qui conduisait le fameux van blanc les a appelés par leur prénom. Chose très étrange, car elle n'était pas censée les connaître, et elle n'arrêtait pas de dire « Allez Lisa, Jenny, venez, montrez-moi où est la route ». En plus, à ce moment-là, les deux jeunes filles se trouvaient sur une route où il n'y avait pas de maison aux alentours, et à un moment donné, Jenny a tapé sur l'épaule de Lisa et lui a dit « Cours ». Automatiquement, Lisa a suivi son amie et elles se sont précipitées dans la maison qui était la plus proche, donc elles ont vraiment couru pendant un petit moment. Elles ont couru jusqu'à la maison en fait qui était celle d'un de leurs professeurs. Elles ont toqué, le professeur a ouvert la porte et c'est là qu'elles ont raconté ce qui s'était passé. Lisa a demandé à son amie pourquoi elle lui a dit de courir comme ça aussi brutalement et Jenny va dire qu'elle a compris plusieurs choses. En fait, la dame disait qu'elle connaissait Lisa et Jenny parce que elle les avait vus sur les fameuses cartes postales. Ce qui était étrange, c'est que les deux jeunes filles n'avaient jamais donné leur nom au mec qui les avait pris en photo. Donc peut-être que ce mec-là les avait suivis pendant un certain moment. Mais ce qui a vraiment fait paniquer Jenny à ce moment-là, c'est que elle a vu à l'arrière du van couché l'homme qui les avait pris en photo. Couché d'une manière pour ne pas être vu, sauf que Jenny avait réussi à le voir. Donc, si jamais les deux jeunes filles étaient rentrées dans le van, on peut supposer d'une manière assez certaine quand même, qu'elles auraient été enlevées. Une fois de retour chez elles, les deux jeunes filles ont raconté à leurs parents ce qu'il s'était produit. La police a été appelée, des dépositions ont été réalisées. Mais la police n'a jamais été capable de localiser la femme ou l'homme qui ont voulu enlever Jenny et Lisa. C'est là que le témoignage de Lisa s'arrête, une histoire qui lui a fait prendre conscience qu'il ne faut pas faire confiance aux inconnus, même si dans certains cas, ils ont l'air des plus amicales. Robin Spielbauer était une jeune femme sans histoire qui a rencontré ce qu'elle pensait être l'homme de sa vie, un homme du nom de Jérémy. Nous étions en 2003 et Robin, à cette époque, voulait se poser avec quelqu'un pour pouvoir fonder sa propre famille. Les rendez-vous amoureux se sont bien passés. Robin pensait avoir trouvé l'homme qu'il lui fallait, l'homme qui lui correspondait. Donc rapidement, après la rencontre de Jérémy, elle est tombée enceinte. La vie a suivi son cours. Robin a eu 2 enfants, 2 filles avec Jérémy, mais il se trouve que sa relation amoureuse ne correspondait pas à ce qu'elle attendait. Effectivement, Jérémy était quelqu'un qui adorait jouer sur plusieurs tableaux. C'est pour dire, alors qu'il était en couple avec Robin et qu'il était même père de famille, il avait des relations extra-conjugales, chose qui déplaisait fortement et naturellement à Robin. C'est au bout de 7 ans de mariage que Robin a décidé de se séparer de Jérémy et d'emmener avec elle ses 2 filles. Jérémy, lui, est parti sans poser de questions, sans histoire. Il n'y a eu aucun problème suite à cette séparation. D'ailleurs, Jérémy a retrouvé l'amour de son côté, une jeune femme du nom de Cathy. Une femme qui d'ailleurs n'était pas inconnue pour Robin, car il se trouve que cette fameuse Cathy était l'une de ses amies. C'est d'ailleurs Robin qui a présenté Cathy à Jérémy. Et cette femme était d'ailleurs la confidente de Robin, car c'est à elle qu'elle se confiait concernant les problèmes qu'elle pouvait rencontrer dans son mariage. Après la séparation entre Jérémy
et Robin, Cathy et son ex-mari se sont mariés. Nous avançons un peu dans le temps. Nous sommes le 8 avril 2014. Le corps d'une jeune femme est retrouvé dans un fossé sur la route de Delium Road au Texas. Le corps de la jeune femme a été retrouvé à côté de son véhicule, un SUV, mais l'identification de celle-ci est très compliquée car il n'y a ni carte d'identité, ni téléphone, ni portefeuille. Donc c'est l'immatriculation du véhicule qui va permettre de déterminer qui est la jeune femme qui a été retrouvée sans vie. L'identification est sans appel, il s'agit bien de Robin Spielbauer. Tout laisse penser dans un premier temps en voyant la scène de crime qu'elle a eu un accident de voiture car son pare-brise était brisé, il y avait des éclats de verre sur le capot, donc tout laissait penser qu'une sorte de caillou, une pierre, avait peut-être atteint la conductrice alors qu'elle conduisait. Sauf que l'autopsie a montré quelque chose qui a emmené les enquêteurs sur une piste totalement différente. La cause du décès de Robin Spielbauer est un trauma au niveau de l'arrière de sa tête, trauma réalisé suite à l'impact d'une balle d'un calibre 22. Donc là, la thèse de l'accident est totalement écartée. La première personne à être suspectée dans cette affaire est l'ex-mari, Jérémy. Il a nié complètement être impliqué dans la mort de son ex-femme, de Robin, sauf qu'au fur et à mesure de l'enquête, la police a appris des choses étonnantes. On dit souvent que si on chasse le naturel, il revient au galop. Rappelez-vous, Jérémy était quelqu'un qui aimait jouer sur plusieurs tableaux dans ses relations amoureuses. Eh bien, Cathy accusait Jérémy de continuer d'avoir une relation avec son ex-femme. Chose qui a conforté Cathy dans cette accusation, c'est que avec Jérémy, ils ont emménagé dans une maison qui se trouvait non loin du domicile de Robin et de ses deux filles. On pourrait voir par là effectivement quelque chose pour avantager la double relation de Jérémy, ou alors on peut se dire qu'il voulait simplement se rapprocher de ses deux filles. Les enquêteurs ont continué de démêler les fils de l'affaire et ils ont appris qu'en 2013, à la période de Thanksgiving, Cathy et Robin ont eu une altercation physique. Les deux femmes en sont venues aux mains alors que Robin était venue récupérer ses deux filles. L'altercation était d'ailleurs assez violente, mais malgré qu'il y ait eu un conflit à ce moment-là, aucune plainte n'a été déposée ni par Robin ni par Cathy auprès de la police. Évidemment, la raison de cette altercation était tout bonnement les soupçons qu'avait Cathy sur Jérémy et Robin. D'ailleurs, Cathy harcelait en soi Jérémy de messages par rapport à ce fait-là. C'est pour dire, pendant les 4 jours précédant la découverte du corps de Robin, Cathy a envoyé pas moins de 300 messages à Jérémy, lui demandant ce qu'il faisait, s'il était avec Robin, inquiète des relations extra-conjugales que pouvait avoir son mari. Et même après la mort de Robin, Cathy n'a pas lâché le morceau. Alors qu'elle était interrogée par la police, elle a demandé si les enquêteurs avaient découvert quelque chose qui prouvait que Jérémy avait bien une relation avec Robin, sauf que les enquêteurs lui ont dit que non, ils n'avaient aucune preuve en ce sens-là. Par contre, ils ont une preuve, c'est que effectivement, Robin et Jérémy se sont rencontrés la nuit précédant la mort de Robin. Dans la suite de l'affaire, la police a réussi à obtenir un mandat pour fouiller le domicile de Jérémy et de Cathy, et à l'intérieur, ils ont trouvé une preuve qui lie directement le couple à la mort de Robin. Ce qu'ils ont trouvé, c'est une arme à feu d'un calibre 22. Toutes les preuves dans cette affaire semblent montrer que Cathy est responsable. L'arme qui a été retrouvée est enregistrée à son nom. Elle admet avoir été chez une amie au moment du meurtre, amie qui habitait non loin de là où le corps de Robin a été retrouvé, sauf qu'elle dit qu'elle avait éteint son téléphone portable. Et la police, évidemment, suite à tout ça, eh bien, elle a du mal à croire ce que raconte Cathy. Cathy, sûre de son innocence, dit qu'elle est prête à passer au détecteur de mensonges, chose que son avocat lui déconseille, mais elle le fait quand même. Elle n'avait pas d'alibi par rapport au meurtre, donc elle aurait pu effectivement le commettre, et bien qu'elle ait déjà menacé de tuer Robin, Cathy assure qu'elle ne serait jamais passée à l'acte pour une seule raison, c'est qu'elle sait ce que ça fait de vivre sans parents, et jamais elle n'aurait voulu donner une telle peine aux deux filles de Robin. Et c'est là que Cathy va dire quelque chose que les enquêteurs vont prendre en compte. Elle va dire qu'elle pense qu'il est possible que Jérémy soit l'assassin. La police n'avait jamais écarté cette thèse, ils ont continué d'ailleurs quand même d'enquêter dans ce sens, et effectivement ils ont trouvé des éléments assez intrigants. Ils ont trouvé que la nuit précédant la découverte du corps de Robin, eh bien la victime et Jérémy ont été en contact par téléphone. Pas par appel, par message, donc il y avait encore des traces, et ces messages ont donné des détails intéressants. Robin
et Jérémy parlait d'une rencontre. Une rencontre sur Helium Road, donc là où a été découvert le corps de la victime. Et c'est vis-à-vis de cette rencontre que Jérémy a été confronté. Il a avoué avoir rencontré Robin comme c'était prévu, mais que pendant la rencontre, Cathy s'est présentée. Cathy et Robin auraient eu une altercation, Jérémy lui aurait essayé de s'interposer, et il dit qu'après cela, n'arrivant pas à séparer les deux femmes, il est parti les laissant là en train de se disputer, et que le lendemain, Robin était décédée. C'est 3 jours après en fait cette altercation que le corps de Robin a été retrouvé. Finalement, Cathy a été arrêtée et condamnée de meurtre. Là, j'aurais pu vous dire qu'il y a eu le procès de Cathy, qu'elle a été emprisonnée et que l'histoire s'arrête ici, mais non, il y a encore quelques rebondissements dans cette affaire. Cathy est restée environ 1 an en prison et d'autres éléments ont été ajoutés à l'enquête pendant ce temps-là. Effectivement, Cathy avait son téléphone éteint au moment de l'assassinat de Robin. Sauf qu'il y avait une personne dans sa compagnie qui était avec elle toute la journée. Et cette personne-là, c'est son fils, qui était âgé à l'époque de 11 ans. Lui avait un téléphone et grâce au téléphone du fils, on a réussi à retracer le parcours de Cathy. Il se trouve qu'au moment où on présume que Robin a été assassiné, c'est-à-dire un peu avant 22 h, le téléphone était très loin de Helium Road. Donc il est clairement en fait impossible que Cathy ait été présente sur les lieux. Donc finalement, Cathy a été libérée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu erreur sur la personne. Donc qui est le principal suspect? Celui qui a menti, qui a laissé sa femme aller en prison pour lui, Jérémy. Il a été accusé du meurtre, sachant qu'il avait clairement menti sur quelque chose de très grave. Et ce qu'on pense, alors il n'y a pas de version vraiment officielle, c'est qu'en fait, Jérémy a pris l'arme qui était enregistrée au nom de Cathy, le calibre 22, il a convaincu Robin de le rencontrer sur Helium Road, et une fois sur place, Robin lui aurait sûrement dit que leur relation était bel et bien terminée et qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. C'est quelque chose qui aurait profondément énervé Jérémy, et c'est pour cette raison qu'il aurait mis fin à sa vie. Après avoir mis fin à la vie de son ex-femme, Jérémy aurait frappé le pare-brise du véhicule avec un outil, peut-être une pierre ou autre chose, et ensuite, il aurait comploté contre sa propre femme pour la faire accuser à sa place. Jérémy a été condamné à la prison à vie et il purge encore aujourd'hui sa peine. Je vous présente Debra Novacluse, une femme qui avait une passion pour l'équitation, qui dans sa jeunesse avait même d'ailleurs remporté plusieurs prix dans ce domaine. Une femme qui avait toujours le sourire, qui apportait de la joie constamment autour d'elle. Elle avait également une passion pour les motos, passion qui lui a été transmise par son petit ami, décédé de manière brutale en 2016 d'une crise cardiaque. Dévastée, quelques mois après, Debra a décidé de partir en road trip à Kamloops, en Colombie-Britannique. Et c'est à l'âge de 52 ans, alors qu'elle était en road trip, que Debra a perdu la vie. Le 27 août 2016, aux alentours d'11h30, le manager d'un hôtel a appelé les services de secours en composant le 911 car il a fait une découverte, enfin pas lui directement, mais il y a eu une découverte très inquiétante. Effectivement, une des femmes de ménage, alors qu'elle allait exercer son travail en nettoyant une chambre, pense qu'un meurtre a eu lieu à l'intérieur de l'hôtel. La police immédiatement s'est rendue sur place et effectivement, en rentrant dans la chambre, il y a des choses étranges. Il n'y a pas un corps qui se trouve là, en plein milieu. En fait, il y avait 2 lits qui étaient collés pour faire un lit double. Il y avait un des 2 lits en fait qui était un peu plus élevé que l'autre. La police a soulevé le lit qui était un peu surélevé et ils ont trouvé un sac de couchage qui semblait rempli. Ils l'ont ouvert et à l'intérieur, il y avait le corps d'une femme sans vie, le corps de Debra Novacluse. En voyant le corps de la victime, c'est sûr et certain, elle est décédée à cause d'une tierce personne. Son corps présentait de nombreux traumas, il y avait du sang dans la chambre, dans la salle de bain, donc évidemment le doute ici n'est plus permis. Un tueur est en liberté et il faut le retrouver. Point de départ de l'enquête, voir déjà si on a des informations concernant les personnes qui ont réservé la fameuse chambre où a été retrouvé le corps de Debra. Effectivement, on en a. Et coup de chance pour les enquêteurs, la chambre n'a pas été enregistrée au nom de Debra, mais au nom d'un homme, David Albert. Un homme que la personne qui l'a enregistré décrit comme ayant entre 40 et 50 ans. Et en plus, il portait un élément distinctif. Il portait un chapeau de cow-boy. Il avait, pour l'inscription de la chambre, laissé son numéro de téléphone. Donc là, on semble avoir pas mal d'informations à son sujet. On a d'ailleurs une image de l'homme. Sur les caméras, on le voit plusieurs fois. Le 26 août, vers minuit, on le voit entrer dans l'hôtel. Il était avec son chapeau de cow-boy. Il avait un jean, une chemise. Et un peu plus tard, vers minuit et demi à peu près,
on voit cet homme devant la réception avec une femme. Sauf que la femme avec qui il est n'est pas la femme qui a été retrouvée dans le sac de couchage. La femme aux côtés de David Albert à la réception a les cheveux roses, alors que la femme qui a été retrouvée dans le sac de couchage a les cheveux foncés. Après avoir été aperçu au niveau de la réception, on voit David sortir de l'hôtel et aller sur le parking, et il est allé parler à quelqu'un qui était dans un véhicule, et lui s'est posé côté conducteur pour parler. Peu de temps après, une femme sort de la voiture, une femme petite avec les cheveux foncés, exactement comme la victime qui a été retrouvée. Avec cette dame, David est rentré dans l'hôtel, main dans la main avec elle, comme s'ils se connaissaient depuis un moment. Donc là, on semble à peu près savoir quel a été le trajet de David, mais on veut savoir ce qui s'est passé avant. Et on a appris que David, donc l'homme au chapeau de cow-boy, était avant du coup tous ces enregistrements-là à un casino, et ce serait au casino qu'il aurait rencontré la femme avec les cheveux roses. Ils ont quitté le casino ensemble, donc on a une image claire du véhicule de la femme aux cheveux roses. Les photos étaient envoyées à d'autres services de police pour essayer de retrouver justement ce véhicule et cette femme. Et ensuite, l'homme et la femme aux cheveux roses sont allés dans la chambre d'hôtel et ils sont restés jusqu'à peu près 4 h du matin. Et d'un coup, tout s'enchaîne. La police veut retrouver également David, donc ils essayent de l'appeler avec le numéro de téléphone qu'ils avaient eu via sa réservation, pas de réponse. Ils arrivent à obtenir le permis de conduire de David et quelqu'un donne aussi des informations supplémentaires, c'est la femme de David. Femme qui dit que son mari a disparu. Elle évoque le nom de Debra Novacluse, quelqu'un que David connaissait. Et d'ailleurs, la femme de David supposait que les deux avaient une liaison. Autre rebondissement, la police arrive à obtenir des informations sur le véhicule de la fille aux cheveux roses. C'est une femme nommée Jessica qui avait une réservation dans un hôtel pas trop loin de l'hôtel où a été retrouvé le corps de la victime. Elle y était avec un ami et donc rapidement la police s'est rendue sur place. Jessica a accepté de parler à la police, de collaborer, elle a raconté un petit peu la soirée qui s'était passée, la fameuse rencontre avec David au casino. Elle dit que elle s'était faite siffler par ce cow-boy alors qu'elle était en train de partir, de rentrer. D'ailleurs, elle était en train de faire un live sur Facebook quand elle a rencontré David. Et en fait, David lui a dit qu'il organisait une soirée dans sa chambre d'hôtel. Jessica a accepté, elle n'a pas vu le mal dans tout ça, à condition qu'elle puisse emmener l'ami qui résidait dans l'hôtel voisin avec elle. David a dit ok. Tout le monde s'est rendu dans la chambre de David, la chambre qui portait le numéro 112, et Jessica va dire qu'à l'intérieur de cette chambre, elle avait fait la rencontre d'une femme du nom de Deb. Vous savez de qui il s'agit, mais à ce moment-là dans l'enquête, les enquêteurs ne savent pas du tout qu'il s'agit de Debra Novacluse. Autre détail qui fait avancer l'affaire, Jessica dit que quand elle et son ami ont quitté la chambre, Debra, elle, était encore en vie. La police découvre également que David a quitté la chambre plus tard, tôt dans la matinée, avant 9 h, il s'est dirigé vers le véhicule de Debra et il en a sorti un sac de couchage. Encore plus tard dans la matinée, David est ressorti de nouveau seul et cette fois-ci, il a quitté l'hôtel définitivement. On a réussi à retracer le parcours de David, il se serait rendu à l'aéroport, aurait acheté un billet et il aurait pris la fuite. Finalement, c'est en Ontario que David a été retrouvé, une équipe de surveillance l'a suivi et il a été arrêté alors qu'il faisait du stop. Quand il a été arrêté, il n'était pas en train d'essayer d'arrêter des voitures, il se reposait dans un fossé sur le côté de la route. La police a découvert qu'il s'était débarrassé de plusieurs éléments qui pouvaient le relier directement à la mort de Debra, c'est-à-dire ses vêtements qui étaient ensanglantés. D'ailleurs, sur sa chemise qu'il avait jetée, il y avait son ADN ainsi que celui de Debra. Donc, son lien avec sa mort n'est plus vraiment à prouver. Lors de son interrogatoire, David a dit qu'il n'avait que très peu de souvenirs vis-à-vis de ce qu'il avait fait à Debra. Il dit que ce n'était pas intentionnel, que c'était en quelque sorte un accident. En gros, ce qui s'est passé, c'est que quand la fille aux cheveux roses, Jessica, et son ami ont quitté la chambre d'hôtel, lui a eu une relation intime avec Debra et ce serait au cours de cette relation intime qu'il l'aurait assassiné. Il aurait eu des pulsions le poussant à étrangler Debra et c'est ça qui l'aurait tué selon ce que lui raconte. Sa version, on y croit pas, quoi qu'il en soit, il est maintenant arrêté, il a eu un procès où il a été accusé de meurtre au second degré. Quand la sentence est tombée, les proches de Debra étaient totalement dévastés parce qu'ils s'attendaient à ce que l'homme qui a enlevé la vie à la victime purge une peine à vie, sauf que ce n'a pas été le cas. Il a été condamné à 15 ans de prison. Ce qu'on pense,
autre théorie concernant ce qui a pu se passer cette fameuse nuit, c'est que David et Debra auraient eu une altercation et David aurait battu Debra à mort. Quelle est la vérité derrière tout ça? On ne le sait pas. Il faudrait que David dise la vérité et que ça colle avec les preuves qui ont été retrouvées. Voici Elizabeth Wiesenfeld, une femme âgée de 67 ans qui vivait en Pennsylvanie et qui a mystérieusement disparu. Elle travaillait en tant qu'infirmière dans une maison de retraite, elle était très bienveillante, elle avait le cœur sur la main, c'est comme ça qu'elle a été décrite. Et elle avait une profonde foi en Dieu. Elle était croyante, elle pratiquait sa religion, elle avait une fille, et c'est justement la foi dans sa religion qui lui a permis de faire le deuil de son mari qui avait perdu la vie. Le 30 avril 2019, au matin, la fille d'Elizabeth, Kathleen, a échangé avec elle toute la matinée, et dans les premières heures de l'après-midi, elle a essayé de l'appeler. Elle est tombée sur la messagerie vocale. Kathleen a ensuite envoyé quelques messages, sauf que là, les messages étaient indiqués comme non délivrés. Elle a essayé plusieurs fois de rentrer en contact avec sa mère, mais sans succès, donc un peu inquiète, elle a appelé directement à son travail. Et étonnamment, Elizabeth ne s'est pas présentée au travail, alors qu'elle était une employée modèle, donc même le responsable d'Elizabeth s'est dit que quelque chose n'allait pas. C'est donc après toutes ces découvertes que Kathleen a finalement appelé les services de secours en composant le 911. Elle a rejoint la police au domicile de sa mère, accompagnée de son mari. Ils ont frappé à la porte, personne. La maison a été ouverte, une fouille a été réalisée, le véhicule d'Elizabeth a été retrouvé dans le garage, et c'est ça qui a un peu interpellé Kathleen. Pourquoi la voiture de sa mère serait là? La police a fait des spéculations, disant que peut-être que quelqu'un avait emmené sa mère quelque part, sauf que Kathleen connaissait bien évidemment sa maman. Elle savait que la seule personne qui pouvait l'emmener quelque part, c'était elle-même. Donc, quelque chose n'allait clairement pas. Rien d'anormal n'est trouvé dans la maison, mais Kathleen a un très mauvais pressentiment. C'est en arrivant dans la chambre que là, des détails semblent indiquer le pire. Le lit est déplacé, les lunettes d'Elizabeth étaient sur le lit, la porte était presque déboîtée. Et il faut savoir qu'Elizabeth était quelqu'un qui ne pouvait rien voir sans ses lunettes, donc elle ne serait jamais partie d'elle-même sans elles. De plus, Kathleen, alors qu'elle faisait le tour des lieux avec la police, a remarqué une petite fumée qui émanait d'un tas de cigarettes. Elizabeth vivait seule, elle ne fumait pas. La maison était dans un sale état, et Elizabeth était quelqu'un non pas de maniaque mais qui gardait sa maison toujours très propre. Donc en fait c'est comme si cette maison n'était pas la maison d'Elizabeth. Donc qu'est-ce qui a pu se passer? Un autre élément vient s'ajouter à tous ces mystères, c'est que Kathleen a reçu un message de sa mère, sauf qu'elle est persuadée que le message qu'elle a reçu ne provient pas d'elle. Le message disait, en gros, j'ai rencontré quelqu'un, on part une semaine, occupez-vous de la maison, laissez-moi vivre un bon moment pour une fois. Kathleen, de par la manière dont il rédigeait le message, comprend que ce n'est pas sa mère. Sa mère écrivait avec des messages très courts, c'était des messages toujours très affectueux, il y avait des emojis. D'ailleurs, même la sœur d'Elizabeth est d'accord avec Kathleen, le message ne vient pas d'elle, ça ne lui ressemble absolument pas. En plus de ça, Kathleen avait déjà parlé à sa mère les jours précédents et il n'y avait absolument aucun voyage de prévu. De plus, il ne pouvait y avoir aucun autre homme dans sa vie car Elizabeth elle-même avait dit que depuis la mort de son mari, elle ne voulait rencontrer aucun homme. Donc avec tout cela, les découvertes dans la maison, le fameux message, Elizabeth est officiellement déclarée disparue. Une enquête est donc ouverte, la police se sert du téléphone d'Elizabeth grâce à son opérateur pour retracer ses derniers mouvements connus. De ce qu'on sait, son téléphone a été localisé près d'un restaurant, donc la police s'y est rendue avec une photo d'Elizabeth, sauf que personne ne l'a vue. Kathleen, la fille d'Elizabeth, elle a mené également sa propre enquête et elle a remarqué qu'il y a eu un retrait réalisé à l'aide de la carte bancaire d'Elizabeth de 500 $. Donc elle a communiqué cette information à la police a regardé les enregistrements de caméras de surveillance associés au guichet où a été fait le retrait. Ils ont remarqué qu'un individu, un homme visiblement parce que assez grand et trapu, rien qui ne correspondait à Elizabeth, qui portait d'ailleurs une capuche, eh bien a réalisé ce retrait. Autre élément, Elizabeth a enlevé l'alarme de sa maison pour ouvrir la porte d'entrée. Tôt le matin, assez tôt, vers 8h40, et à ce moment-là, ou un peu avant, les caméras de surveillance du quartier ont montré une sorte de camion rentrer dans la rue d'Elizabeth. Donc on suppose que la personne qui conduisait est la personne qui s'est arrêtée devant chez Elizabeth et la personne à qui elle a ouvert la porte de sa maison. Grâce aux enregistrements, on a pu identifier le véhicule, le modèle en tout cas. Alors que l'enquête se poursuivait, donc les proches d'Elizabeth ont été interrogés, ce qui est la procédure courante il me semble, eh bien beaucoup se sont accordés sur un fait particulier. Elizabeth avait un conflit avec un individu. Elle avait des problèmes avec un certain
Doug Berry, un homme qui avait travaillé pour son mari, qui était maintenant décédé, et Elizabeth avait très peur de cet homme. En fait, il n'y a pas eu de problème vraiment entre Elizabeth et Doug, mais à un moment donné, elle a appris que Doug avait eu des problèmes avec la justice, et c'est quelque chose qui lui a fait peur. Curieux, la police a donc consulté le dossier vis-à-vis de Doug, sachant qu'il avait eu des démêlés avec la justice, il avait un dossier, il se trouve que dans ce dossier, eh bien, la police a appris que Doug conduisait le véhicule qui avait été vu sur les caméras, le même modèle. Autre information, suite à l'étude des enregistrements de caméras du quartier où on voyait le véhicule, la police a pu également identifier la plaque d'immatriculation. Et oui, elle correspondait bien au véhicule que conduisait Doug. Donc on est sûr que c'est lui qui était entré dans le quartier d'Elizabeth et qui en était ressorti un peu plus tard. Donc étant sûr maintenant que c'est bien Doug qui était allé dans la rue d'Elizabeth, la police s'est rendue chez lui pour l'interroger. Ils lui ont parlé et il a dit qu'effectivement il connaissait Elizabeth mais qu'il ne l'avait pas vue depuis des mois. Il affirmait avoir de bonnes relations avec elle, mais il a vite mis fin à l'interrogatoire disant qu'il devait s'absenter. Le véhicule n'était pas garé à la maison quand la police est venue, donc ils n'ont pas pu faire des recherches plus approfondies. La police est donc tournée vers la femme de Doug et elle a donné des informations très particulières. Déjà quand ils l'ont vue, elle portait un sweat que la police a immédiatement reconnu. C'était le sweat que portait l'individu qui avait retiré de l'argent au distributeur avec la carte bancaire d'Elizabeth. Le sweat a été collecté et la femme de Doug a été interrogée. Elle a dit que son mari avait agi bizarrement, qu'elle avait trouvé plein de produits comme de la javel, de l'acide. Elle a remarqué que Doug brûlait quelque chose dans une sorte de seau et quand elle lui a demandé ce qu'il faisait, il n'a pas voulu lui répondre. Vous l'avez compris, c'est très suspect. Donc, avec tous ces éléments, la police a obtenu un mandat pour fouiller le domicile de Doug et de sa femme. Et grâce à cette fouille, la police a fait de nombreuses découvertes. Déjà, la police a découvert que Doug possédait une arme à feu alors qu'il n'était pas censé en avoir une, de par les démêlés qu'il avait eu avec la justice, parce qu'il avait déjà été condamné pour tentative de braquage. La police a retrouvé le fameux seau qui avait été utilisé pour brûler des choses. À l'intérieur, ils ont retrouvé quelque chose qui a été analysé, et ce qui avait été brûlé à l'intérieur, c'était la carte bancaire d'Elizabeth. Dessus, il y avait encore une empreinte, l'empreinte de Doug. Doug a été placé en détention provisoire pendant que la police continuait son enquête. Ils ont découvert, grâce à son téléphone, qu'il était au domicile d'Elizabeth au moment où elle a disparu. On a vu qu'il avait effectué pas mal de déplacements. Il a jeté certains effets personnels d'Elizabeth comme son téléphone portable, téléphone qui a été retrouvé. Il a essayé de faire disparaître des preuves, avec notamment de l'acide, et il n'a jamais dit à la police ce qu'il avait fait du corps. Par contre, il l'a dit au compagnon de cellule qu'il avait en détention provisoire. Il a dit qu'il avait essayé de faire disparaître le corps avec de l'acide, qu'il n'avait pas réussi et donc qu'il l'avait jeté dans plusieurs sacs poubelles. Les restes d'Elizabeth ont été retrouvés sur un terrain vague. Doug, lui, a été condamné pour meurtre à 40 ans de prison. On pense que le mobile de cet assassinat est le mobile de la vengeance. En fait, à la suite du décès du mari d'Elizabeth, Elizabeth l'a licencié, n'ayant plus besoin de ses services et étant en colère, sans emploi, Doug, pour se venger, a décidé de tuer celle qui était selon lui responsable de son malheur.